On présente les États-Unis comme le pays de l'aviation, civile comme militaire, à la pointe au niveau technologique. Il suffit de remarquer l'avance qu'a le F-22 Raptor sur son temps. Les États-Unis sont en avance sur la majorité des autres pays. Mais c'est un peu oublié rapidement que c'est la France qui a plus ou moins inventé l'aviation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de Clément Ader, qui est selon moi l'inventeur de l'avion. Clément Agnès Ader naît le 2 avril 1841 à Muret. Il est le fils de François Ader et de Antoinette Fortanet. Les Ader sont depuis plusieurs générations dans le domaine de la menuiserie, mais ce n'est pas ce qui va intéresser Clément. En effet, durant son enfance, il passe beaucoup de temps chez ses grands-parents maternels et c'est là qu'il va sûrement découvrir sa vocation. Son grand-père avait servi dans les armées de Napoléon Ier et il vivait dans un moulin dont le mécanisme enchanta Clément Ader. Il venait souvent regarder ce moulin tout en écoutant les récits de campagne de son aïeul. Cela lui donna son grand sens du patriotisme qui ne le quittera pas. Tout cela ne dérangeait pas son père. Il espérait certes que son unique fils lui succède à la tête de la menuiserie, mais il préférait de loin le bonheur de son fils. Du côté de l'école, ça s'avère très positif pour Clément Ader. Ses professeurs le considèrent comme un élève très sérieux, particulièrement doué en mathématiques et en dessin. Il obtient même le baccalauréat à l'âge de 15 ans. Par chance, en 1857, une nouvelle section s'ouvre dans son établissement, une école industrielle menant à une école d'ingénieurs, équivalent aux arts et métiers. Il intègre donc la première promotion dont il est diplômé en 1861. Puis il se met en quête d'une situation plus stable. Très rapidement, Clément Ader s'intéresse au domaine que l'on appelle aujourd'hui aviation. Dès 1874, il construit un planeur de 9 mètres d'envergure pour une masse d'environ 24 kg. Il est susceptible d'en recevoir un moteur. On le remarque dans certaines photographies de son ami Nadar. Des études menées par le musée de l'air et de l'espace du Bourget tiendraient à montrer que cette machine était capable de s'élever dans les airs. Par la suite, ayant convaincu le ministre de la Guerre de financer ses travaux, Clément Ader et l'ingénieur Ferdinand Marel mettent au point des prototypes dont biomimétiques imitant l'aile des chauves-souris. Malgré tout, Ader pense qu'une fois le vol maîtrisé, une aile rigide inspirée de celle des oiseaux serait plus efficace et plus solide. Il comprend qu'il ne faut pas tenter de reproduire les battements des ailes d'oiseaux, mais d'adopter le concept de voilure fixe. Le vol des oiseaux et des insectes m'a toujours préoccupé. J'avais essayé tous les genres d'ailes d'oiseaux, de chauves-souris et d'insectes disposées en ailes battantes ou en ailes fixes avec hélice. Je découvris l'importante courbe universelle du vol ou de sustentation. Entre 1890 et 1897, il réalise 3 appareils. L'Éole, le Zéphyr ou Ader Avion 2 et l'Aquilon ou Ader Avion 3, accompagnés de leur lot d'inventions. Voyons tout d'abord l'Éole. Il s'agit d'un avion financé par Ader lui-même. Il est à géométrie modifiable en vol grâce à 6 manivelles différentes. Il embarque un moteur révolutionnaire conçu également par Ader. Il s'agit d'un moteur à vapeur ultra léger d'une puissance de 20 chevaux pour 51 kg. C'est du jamais vu. Pour donner un ordre d'idée, le moteur utilisé par les frères Wright en 1903 avait une capacité de 12 chevaux pour environ 75 kg. La première tentative de vol a lieu le 9 octobre 1890 au château de Gretz-Herminvilliers au sud-est de Paris. On remarque que les traces des pneus de l'appareil disparaissent sur plus de 50 mètres. Il s'agit du premier décollage motorisé d'un engin plus lourd que l'air. L'Éole effectue un deuxième vol en septembre 1891. L'armée approuve et passe commande d'un appareil plus puissant. Dans un second temps, c'est le Zéphyr qui est conçu avec un nouveau moteur à explosion de 20 chevaux pour 35 kg. Mais celui-ci ne sera pas fini. Ces avancées serviront de base pour l'Avion 3. L'Avion 3 dit Aquilon, est dans la continuité de l'Avion 2. Il effectue son premier vol le 14 octobre 1897. Il s'agit peut-être d'un décollage motorisé d'un objet plus lourd que l'air, mais non contrôlé. En voyant cela, le ministère de la Guerre décide d'arrêter le financement. Ader, durant sa vie, ne se limite pas qu'à l'aéronautique. Il travaille aussi dans les domaines téléphoniques, ferroviaires, automobiles, de la motorisation, comme nous l'avons vu, ou encore du cyclisme et de la navigation. Il inventa par exemple les chenilles de char, les moteurs en V, le câble sous-marin, le théâtrophone ou encore un projet d'embarcation glissant sur l'eau. Son cerveau bouillonne d'idées. On a même retrouvé des croquis de turbines et de réacteurs. Alors, laissez-moi vous présenter quelques-unes de ses inventions. En 1875, on retrouve le pose-rail, une machine qui sert à poser les rails qui sera utilisée pendant plusieurs dizaines d'années. On retrouve aussi le théâtrophone. À Paris, Clément Ader a besoin d'argent pour sa famille et pour concrétiser son projet d'avion, il va mettre au point un réseau téléphonique relié à l'Opéra de Paris. Le théâtrophone permet
permet d'écouter l'opéra depuis chez soi. En peu de temps, Clément Ader accumule une grande fortune et se sert donc de ses ressources pour son projet. Il teste donc aussi un nouveau type d'embarcation. À partir de 1867, il teste une embarcation munie d'ailes qui rase la surface de l'eau. En 1901, il obtient le brevet de cette embarcation. Cette invention est précurseur des engins à effet de sol comme le Navion. En 1904, il la modifie en ajoutant une injection d'air sous pression sous les ailes, concevant ainsi une des toutes premières, sinon la première configuration d'un engin à effet de sol à portance augmentée dénommé canon à patins pneumatiques et décrit lui-même comme un bateau glissant sur l'eau. Enfin, après sa carrière dans l'aviation, il se consacre à l'automobile. Suite à la fin du financement par l'armée, il se met à créer ses propres automobiles. Il remporte plusieurs prix sportifs. C'est à ce moment-là qu'il développe des moteurs en V, V2 ou V4. Durant la guerre, il utilise son influence pour aider à la création d'une aviation militaire en 1914. Il envoie de nombreux courriers au ministère de la guerre sans qu'on sache si son avis pesa ou non dans les choix stratégiques. De 1907 à 1919, il consacre 4 ouvrages à ce sujet. La première étape de l'aviation militaire française, l'aviation militaire, avionnnerie militaire, pointage aérien et les vérités sur l'utilisation de l'aviation militaire avant et pendant la guerre. D'ailleurs, dans le deuxième ouvrage, paru en 1909, il décrit le concept du porte-avions moderne, avec un pont d'envol plat, une superstructure en îlot, des ascenseurs de pont et une baie de hangar. Son idée de porte-avions est relayée par l'attaché naval américain à Paris. Aux États-Unis, les premiers essais sont menés en novembre 1910. Alors, en voyant sa biographie, on peut se demander, est-ce le véritable inventeur de l'avion? En France, sa renommée s'explique parce que sa tentative de vol motorisé est antérieure à celle de Dantès Dumont en 1906, de Longley en 1903 ou encore des frères Wright, là aussi en 1903. Mais encore aujourd'hui, le débat est présent car on n'a pas tout à fait la réponse. Officiellement, les avions auraient volé, mais l'affirmation de Adair ne date pas de 1906. L'avion 3 aurait volé sur 300 mètres. Mais en même temps, cela peut s'expliquer par la présence du secret militaire. Adair travaillait au service du ministère de la Guerre. Il y aurait tout intérêt à préserver le secret. À noter qu'en 2013, des éléments tangibles auraient permis d'établir que Clément Adair ait pu effectuer une tentative réussie d'un vol en 1879. Toutefois, ces éléments étant en cours d'analyse par différents historiens de l'aviation, ingénieurs, journalistes et auteurs aéronautiques, le vol controversé de 1890 reste à l'heure actuelle le seul officiellement en vigueur. Un examen de brevet d'aéroplane de Perrault et d'Adair montre que le premier est un vrai visionnaire, qui a su voir tout le problème de l'aviation. L'autre, l'inventeur typique, restant attaché à des conceptions telles que l'imitation purement physiologique de la nature et non pas son interprétation physique, ses idées d'ensemble étaient profondément fausses et ne pouvaient mener à un résultat réel. Dans l'aviation réelle, on ne retrouve rien de son œuvre, alors que les idées de Pénaud dominent encore, après presque un siècle. Ce qui caractérise son œuvre, c'est l'isolement complet. Adair n'a pas fait école, et aucun de ceux qui depuis 20 ans ont travaillé au développement de l'aviation ne se réclame de lui. Son œuvre, très remarquable, n'a donc été qu'une tentative complètement isolée et sans aucune influence sur ce qui a suivi. Alors, comment passe-t-il la fin de sa vie? Clément Adair termine sa vie près de Toulouse, à Beaumont-sur-Lèze. Il meurt à 84 ans le 3 mai 1925 à Toulouse, après une reconnaissance nationale tardive. Il reçut la Légion d'honneur. Il est inhumé au cimetière de Muret. Son œuvre, l'Avion 3, est exposée à Paris au musée des Arts et Métiers. On peut également y admirer son moteur à vapeur. On peut finalement dire que Clément Adair a été un précurseur dans le domaine de l'aviation. Quoi qu'il en soit, inventeur de l'avion ou pas, cet appareil volant a été le résultat de plusieurs personnes et de plusieurs inventions. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.